Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. On vous l'avait promis qu'on serait un petit peu plus régulier et pour l'instant on tient notre promesse puisque ça fait pas longtemps que vous avez écouté certainement notre dernière émission sur ce format qui est donc le format préféré de tout le monde bien entendu, c'est pour ça qu'il est si rare. Back dans les bacs. Ce qui est rare et précieux, donc c'est ce moment où avec Corentin on vous fait du débrief sur des lectures plus ou moins récentes. Alors le plus ou moins récent est appuyé, c'est relatif. Puisque voilà, comme on vous l'a dit, on a eu pas mal de soucis. Mais le temps n'existe pas, c'est ce que Straczynski a dit dans Captain America. C'est vrai. Voilà. Tout n'est qu'un unique présent. Exactement. C'est la version quantique du temps. Mais voilà, on a eu pas mal on était très occupés, on est toujours très occupés, donc c'était compliqué de s'organiser tout ça correctement pour prendre le temps d'enregistrer ces émissions en plus de toutes les autres. Hein. Si vous écoutez First Print régulièrement, vous voyez bien qu'on ne chôme pas. Mais voilà, on a quand même des albums à aborder. Et dans le dernier Back Issues que l'on faisait, Corentin, on terminait avec Joker, avec du DC. Donc pour contrebalancer, il faudrait bien qu'on parle un petit peu de Marvel. Alors vous savez en plus que très souvent dans les front pages, on critique pas mal des annonces qui sont faites ou certaines, en tout cas les décisions les plus visibles de Marvel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes séries dans la maison des idées. Et justement, on va parler d'une de ces séries qui est arrivée en début d'année, alors qu'il s'est lancé l'année dernière, mais qui est arrivée en début d'année chez Panini Comics. C'est le Captain America de J.M. Straczynski avec Jesus Saiz au dessin et Alan Medina qui alterne. Un récit qui revient, alors qui s'appelle Les Valeurs pour le premier tome chez Panini, et quelque part c'est très juste puisque ça explore en fait ce qui fait de Steve Rogers ce qu'il est, avec une histoire qui revient aux origines du personnage, c'est-à-dire avant qu'on ne lui injecte en fait le fameux sérum qui va lui donner sa super force et qui montre bien que Steve Rogers, avant d'être Captain America avec ses gros muscles, en fait c'est déjà quelqu'un qui avait à cœur de lutter pour des idéaux, pour des valeurs qui sont justement au cœur de cette thématique. Corentin, un récit très bienvenu dans le présent, je crois, par rapport c'était l'objectif, effectivement. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, qui montre qui est un très bel écho aussi même à ce pourquoi Captain America a été créé dans le passé en fait. Il a été créé aussi. Et on vous rappelle que Captain America Comics 1 c'est Captain America qui met une patate dans la tête de Hitler. Donc je pense que vraiment que ça avant l'entrée en guerre des États-Unis contre le régime nazi. Voilà. Donc régime nazi qui notamment se développait aussi aux États-Unis et qui fait partie. Il y avait un parti américain des nazis. Le Bundestag, je sais pas quoi là. Et donc Bundestag. Le Bundestag, c'est un truc allemand. Ça. Rien à voir, ouais. C'est American Nazi Party. Ok, très bien. Voilà. Et donc, moi, l'histoire, de toute façon, c'est comme la géographie, ça fait 12. Non, mais il y a le Bund, mais le Bund, c'est l'amitié entre les partis nazis américains et l'amitié. D'accord, donc c'est pour, voilà, d'où ma confusion. Et donc, un récit que je trouve très, très bien à lire aujourd'hui. C'est pas critique, toi? Ah, complètement, ouais. Je trouve ça bien. J'ai le choix des mots. J'ai vraiment le choix des mots. Mais effectivement, celui qui sait manier les mots mieux que personne dans ce podcast et particulièrement pour ces formats Back Issues, c'est Corentin. Donc, je vais te laisser la parole pour faire honneur mieux que je ne saurais le faire à ce premier tome. Pour moi, on n'est pas loin d'avoir la meilleure lecture de Captain America depuis très très longtemps, peut-être depuis Brubaker, franchement. J'aimais bien ce qu'avait fait Coates, qui était déjà un récit anti-trumpiste, parce que la plupart des récits de Captain America, en fait, sont des récits aujourd'hui, qui sont anti-Trump, pour une raison toute bête. Et là, pour le coup, je vais probablement agacer des gens. C'est qu'en fait, Trump, dans la vraie vie, c'est le méchant. Et Captain America, c'est le gentil. Voilà. Et vous pouvez commenter, sale gauchiste, enfoiré, etc. Et puis, je vous emmerde. Donc, effectivement, pourquoi Captain America, il prend cette position-là? Parce que il renvoie à l'idéal utopique que les États-Unis, en fait, ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un gamin de la rue, qui n'est ni prétentieux, ni carriériste, ni arriviste, ni raciste, qui, en fait, a grandi dans un quartier cosmopolite, qui a toujours été du côté du petit gars, même quand il était justement pauvre et sans ses pouvoirs, qu'on envoie en Allemagne pour combattre le fascisme et l'intolérance et l'obscurantisme, et qui revient comme une figure entre guillemets messianique une fois qu'on le sort de la glace parce qu'il est tombé au combat. Et il nous rappelle en fait cette vision justement de l'époque où les États-Unis, alors c'est très fantasmé, c'est très utopique, se sont dressés comme un rempart justement au fascisme, etc. Enfin, c'est utopique. Les nazis étaient des fascistes, évidemment. D'ailleurs, les fascistes eux-mêmes étaient des fascistes, et les Japonais étaient d'énormes. Enfin, on va pas faire un cours d'histoire là, mais il y avait des trucs affreux qui ont été commis par les forces de l'Axe en Europe et en Asie. Donc c'est tout à fait logique. Ce que je veux dire, c'est que c'est utopique. Si vous lisez le Captain America Red, White and Black,
White, Black and Red, je sais plus, enfin celui avec Isaiah Bradley. Truth, voilà, merci, qui restera bientôt réédité chez Panini Comics. On en reparlera d'ailleurs. Ouais. Vous verrez qu'en fait c'est plus compliqué que ça, que les États-Unis effectivement avaient un parti nazi, étaient déjà très proches en fait de la sensibilité et des actes commis par les nazis à l'époque. Donc Captain America, c'est un peu un joli mensonge quand même. Mais c'est un mensonge que Jack Kirby avait besoin, et Joe Simon avait besoin de croire en fait, parce qu'ils se disaient que eux justement, qui étaient issus de familles de migrants juifs, avaient en fait besoin d'un champion qui les protège eux, qui protège toutes les minorités qui ont été massacrées par les nazis. Et effectivement, comme tu dis, dans le présent, c'est intéressant parce que cet album-là, justement, c'est un cours de comparativisme, de comparaison historique. Il vous explique en fait comment ça marche les nazis. C'est-à-dire que les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir en Allemagne, ils ont vu un pays qui était en crise, une crise de confiance, crise économique, crise depuis la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et qui dit, un parti est arrivé, il a pointé du doigt une communauté comme les principaux responsables de ce qui se passait dans le pays, des problèmes du pays, et en essayant de lutter contre cette communauté, donc en créant un problème en fait, tu vois. Ils ont réussi à se faire élire, à gagner la confiance du peuple. Exactement ce qui se passe dans tous les pays qui ont des régimes populistes qui ont été élus, comme en France ça finira aussi par arriver, j'imagine, puisque nous en fait on a troqué les juifs contre les arabes, c'est aussi simple que ça. Ceci étant, à l'époque, on oublie de le dire, mais l'extrême droite n'aimait pas non plus les juifs, et la plupart des mecs d'extrême droite aujourd'hui sont quand même des gars qui n'ont pas de problème avec Hitler. Voilà, ça pareil, vous pouvez aussi gueuler dans les commentaires. Non, mais après, c'est ça. Il y a des manifs néo-nazis à Lyon avec des mecs qui crient et qui font des saluts nazis, je veux dire. Oui, mais au-delà de ça, après, rappelez-vous juste des photos des candidats aux législatives du RN qui posaient sur leurs réseaux sociaux avec des casquettes de SS, quoi. C'est bon. Ou Jean-Marie Le Pen qui chante avec des néo-nazis récemment. Oui, voilà. Il faut pas le dire parce que sinon BFM ils vont dire que attention. C'est pas des trucs qu'on invente et c'est au-delà de nos propres opinions. En fait, c'est simplement les nazis font des trucs de nazis, quoi. Je mets pas cette référence-là juste pour dire que moi je suis de gauche et que je suis très, très heureux d'être dans le bon camp, mais c'est important pour comprendre l'album. C'est vraiment pour comprendre l'album. Ouais, de façon générale, c'est pas qu'on est dans le bon camp ou pas, c'est juste qu'on n'est pas raciste et nazi, c'est tout. Voilà. Et il y a en fait un truc qu'il faut vraiment retenir en fait de l'histoire, c'est un problème qu'ont en fait beaucoup d'artistes. Dans The Boys, rappelez-vous, vous aviez Stormfront qui en fait tenait des discours qui ressemblaient beaucoup à ceux de Trump, à ceux de Le Pen, à ceux de Bolsonaro, etc. Et l'objectif, c'était pas juste d'inciter les gens à voter pour le camp d'en face, c'était en fait de se dire, rappelez-vous quand même que tout ça, ça existait. Il y a cette phrase de Stormfront qui était, les gens sont d'accord avec ce que je dis, mais ils n'aiment pas entendre le mot nazi. Et on sert souvent en fait du nazisme comme un exemple historique, parce que c'est le cas, c'est un exemple historique réel, c'est une situation en fait, ça s'est déjà produit, on sait ce que ça a engendré. Donc Straczynski profite justement d'avoir Cap entre les mains pour effectivement donner une leçon sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec le retour du racisme, le retour du populisme, le retour de la désinformation, le retour de la critique du bolchevisme et de la question juive, en l'occurrence, qui est évoquée dans cet album-là, parce que à l'époque c'était les judéo-bolcheviques, évidemment. Et ça conclut effectivement assez bien sur cette parenthèse-là, enfin sur cette parabole-là. Ce qui fait que l'album a été évidemment relativement bien accueilli aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens qui en fait sont d'accord avec ça ont dit c'est génial. Les gens qui sont des mecs qui croient que Captain America est comme eux un énorme facho, on dit encore un mec qui se sert de ça pour faire passer une idéologie woke et nan. Alors pour résumer maintenant concrètement ce qui se passe dans l'album, il fallait faire ce préambule, encore une fois désolé à nos amis de droite qui pourraient écouter ce podcast juste pour avoir des lectures super-héros et qui du coup se retrouvent pris en otage par une propagande, une diatribe vraiment très très wokiste. Captain America. La pire qu'on ait jamais entendue. Après, il faut se rappeler quand même, Captain America, voilà, c'est écrit par un mec qui a servi sur le front aussi, Jack Kirby. Qui a perdu tout son bataillon, tous ses potes en Moselle. C'est un mec qui, un jour, il y avait des fachos qui étaient venus le voir en bas de l'éditorial de chez Timely, il est descendu avec une batte, il leur a pété la gueule, voilà, je pense que Straczynski aussi a envie de rendre hommage au côté courageux et au côté, vraiment, je me laisse pas faire de Jack Kirby, quoi. Et justement, ce Steve Rogers-là, on va enfin aller le chercher avant la guerre. Ce qui est rarement fait en général. Les scénaristes s'intéressent à l'enfance de Rogers pour comprendre un peu ses valeurs, mais on ne te dit pas exactement ce qu'il était avant de devenir Captain America. On sait que c'était un petit gars un peu malingre, un petit gars de la rue, qui avait à cœur de défendre sa nation et qui est devenu du coup Captain America parce que contrairement à des mecs qui étaient peut-être plus faits pour ça, c'était pas le soldat idéal. Il pouvait désobéir à un ordre s'il considérait que l'ordre n'était pas juste, n'était pas bien. Et donc là, en fait, on va enfin revenir justement sur qui était Rogers dans ses souvenirs. On voit donc son enfance, où il a perdu ses parents assez jeunes. On voit quand il a dû commencer à bosser pour se payer une petite chambre de bonne en ville, entouré par les pauvres, les prostituées et compagnie. Et lui, justement, qui était juste un gars volontaire, le bon petit frérot du quartier. Il rendait des services, il était gentil, il était bienveillant.
Et en parallèle de ça, donc il y a effectivement les rallyes qui étaient organisés par le parti nazi américain pour convaincre la population qu'en fait c'était la solution, qu'il fallait effectivement devenir nazi, que les forts écrasent les faibles, que les juifs sont partout, etc. Les communistes aussi, ils avaient aussi beaucoup les communistes en bien tête. Sûr, tout à fait. On parle d'ailleurs de pourquoi la police n'intervient pas et tout. Et on te parle aussi de trucs vraiment historiques comme Meyer Lansky notamment. Meyer Lansky qui était un vrai gangster de la vraie vie, qui était en fait le meilleur pote, oui bien sûr, qui était le meilleur pote de Lucky Luciano. Parce qu'à l'époque il y avait une mafia juive en fait, parce que comme toutes les communautés ostracisées en fait, quand les juifs sont arrivés sur place, ils ont dû vivre dans des ghettos. C'est de là que viennent Stanley et Jack Kirby. Et ils ont dû en fait se démerder parce qu'ils avaient été discriminés à l'embauche et tout. Et ils sont entrés dans le banditisme aussi en partie, moins que les Italiens, les Siciliens qui sont vraiment en fait qui ont monté des réseaux de trafic beaucoup plus établis avec le pays d'origine et tout. Et Lucky Luciano en fait c'est le mec qui a fédéré les 5 grandes familles mafieuses de New York, qui a donc créé ce qu'on appelle la Cosa Nostra, donc la cause commune, qui fait que du coup t'as un réseau avec les différentes grandes familles de truands, les clans mafieux entre guillemets. Et Lansky c'était son meilleur pote. Et on l'appelait justement le comptable des mafieux, parce que c'est peut-être un stéréotype, mais apparemment c'est lui qui gérait les chiffres et l'économie. Et après il a été très important pour l'installation des casinos à Vegas, les rapports de proximité avec Cuba et tout. Ou si vous regardez la série Bordeaux Empire, il y a Lansky et Luciano, et c'est assez fidèle à la réalité. Donc Meyer Lansky, donc effectivement comme lui c'est un juif, il est évidemment inquiet de la prolifération des nazis aux États-Unis. Et comme c'est un gangster, il a les moyens de faire ce qu'il a à faire pour empêcher que ça arrive. Et il va se rapprocher de Steve Rogers, qui en fait lui est là à toutes les conférences des nazis pour s'opposer à eux. Et même si c'est un petit gars qui se fait à chaque fois péter la gueule, tu vois vraiment son petit courage. Et il y a un génie du dialogue chez Straczynski. On parlait de Tom King dans l'autre podcast. Je vous trahis pas de secret, il m'arrive de sauter une bulle de dialogue ou deux chez Tom King parce que je sais grosso modo ce qu'il a envie de me dire et j'ai pas besoin de me taper tous les mots de la phrase. Chez Straczynski, c'est un plaisir de lire les dialogues parce qu'ils sont tellement bien foutus. C'est le Marvel qu'on aime, ça, tu vois, c'est le Marvel à la cool, qui a une façon de faire des punchlines, une façon de rendre ses personnages ultra attachants, ultra sympathiques, avec quelques mots, tu vois, t'as le moment où les nazis, du coup, viennent le voir et lui disent, oh, ferme ta gueule, le petit, là, tu nous emmerdes. Nous, on veut juste tranquillement bousiller la terre et là, avec ta bienveillance, tu nous casses les couilles. Et du coup, il les envoie chier. Et t'as un des nazis qui lui dit, retourne chez ta daronne. Et à ce moment-là, sa daronne est morte. Et il relève sa chemise et il dit, tu vois, là, tu viens de faire une erreur. Et évidemment, il se fait défoncer la gueule. Mais tu vois, c'est ce côté courageux qui baisse pas les yeux devant les enfoirés qui rend Captain America génial, quoi. C'est vraiment, il a compris Captain America. Il sait exactement comment il fonctionne. Et donc ça, c'est l'arc du passé où en fait, on va donc suivre Rogers qui combat en fait des nazis qui sont aidés par une puissance démoniaque pour organiser une sorte de false flag. Où en fait, ils veulent provoquer un attentat qui va du coup buter beaucoup de sympathisants nazis et après accuser les juifs et les communistes et dire, vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de nous, etc., etc. Et dans le présent, à côté de ça, on a un Cap en fait qui va racheter le bâtiment où il a grandi, le bâtiment de ses parents, et du coup devenir propriétaire terrien et aider ses voisins, faire des travaux, être vraiment ce côté héros social qui nous manque pareil un peu parce que le run de Kelly et Lansing, c'était vraiment de l'espionnage, de la politique très concrète. On a perdu pareil ce côté un petit peu roots de Captain America qui est un gamin de Brooklyn au départ. Et même s'il est très fort, très, très important chez Marvel, ça reste au départ un héros populaire. C'est un héros en fait qui s'intéresse à la population américaine plus que aux gradés au col blanc avec le drapeau américain et tout, tu vois. Donc on suit ça et à côté donc le démon Asmodée qui revient dans le présent pour essayer de buter Steve Rogers en nous expliquant en fait que les figures héroïques, bon c'est un peu con ça comme idée je trouve, mais les figures héroïques comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, enfin les gens qui sont opposés à la dictature, à la tyrannie, à la haine, à l'intolérance, en fait permettent à l'humanité de se tirer vers le haut. Et donc les démons de l'enfer, eux qui profitent de la souffrance humaine, veulent empêcher que ça arrive et donc veulent tuer Captain America et quelques futurs grands prodiges qui pourraient avoir une importance historique. Et donc voilà, ça donne lieu à des échanges assez rigolos où le vilain va chercher un tueur en série, vraiment tueur en série pour le coup, mais très très heureux de son travail, hein, pour lui filer des pouvoirs, créer un contre-cap et tout. Vraiment super album, c'est tellement bien gratté. Enfin, il y a pas de faute de rythme, tu vois, tout est utile, il y a pas de gras, il y a pas de déchets, c'est que de la bonne vanne, les dialogues sont super sincères, c'est écrit vraiment, t'y crois à ces personnages, quoi. Il y a une façon, mais c'est super drôle. Il y a plein de vannes qui rendent super bien. La poupée Doctor Strange, notamment, qui est une putain de bonne idée pour le coup, tu sais, il l'a dans sa poche et qui tient vraiment la chandelle entre les scènes d'amour entre lui et Sharon et tout. Le design de Jesus Saiz qui est vachement bien foutu. Lan Medina qui reprend d'ailleurs Lan Medina qui vraiment fait le Steve Rogers du film. C'est Chris Evans, il a la gueule de Chris Evans quand il est encore tout malingre dans l'essentiel des pages. On sent l'esprit années 40, je pense que cette époque pouvait avoir de différente par rapport au présent.
Une BD qui est absolument pas cynique, qui est absolument pas nihiliste, qui est vraiment juste bienveillante envers l'image de Rogers, son côté héroïque, son côté patriote. Et là, on vous en parle, le côté politique, c'est pas du prêchi-prêcha. C'est vraiment juste de la démonstration par l'exemple. T'as cette scène dans le film Hellboy où le professeur Bruton Holm réalise que Rasputin n'est pas mort. Et il a ces mots, en fait, il dit ils sont revenus. Et donc il parle précisément des nazis en l'occurrence. Ils sont revenus dans le présent alors que je suis encore en vie, ça devrait pas arriver en fait. On devrait pas réavoir des nazis dans le présent, c'est pas possible, ils devraient avoir disparu, on les a combattus, on les a battus, c'est terminé. Et là en fait t'as un peu cette logique là où tu te dis mais putain merde, effectivement à la fin de l'album t'as un truc qui est super déprimant en fait de dire mais on a envoyé tous ces mecs là pour leur péter la gueule, on était d'accord pour dire que c'était des enfoirés. Et aujourd'hui pourtant ils sont encore là et ils gagnent en importance, comment on fait, etc. Et le courage de Cap qui continue à être là en fait comme un symbole d'espoir, le bouclier entre guillemets de l'Amérique, mais le bouclier généralement en fait de la protection des vrais idéaux en fait patriotes, républicains, démocratiques, qui continue à essayer de les combattre sans se lasser, sans baisser les bras, qui dit non, c'est pas eux la population, c'est des lâches ces mecs-là. Et ben c'est vraiment génial. Enfin voilà, moi j'ai été ultra convaincu par cette lecture. Je suis très content parce que je pense qu'à une époque elle aurait peut-être eu plus de mal à être faite comme ça. On se rappelle que par exemple il y avait quand Perlmutter était encore là, ils avaient censuré une vanne sur Donald Trump dans Marvel 2-in-1 notamment. Ou dans le bouquin de Mark Waid, je crois, où Mark Waid décrivait... Non, c'était le 2-in-1 avec le Orange Thing. Mais t'avais aussi, c'est un bouquin qui revenait, je crois que c'était dans un numéro anniversaire de Cap, où un scénariste avait voulu dire que Captain America c'était le héros de la rue et pas celui des politiciens. Et pareil, ça avait été censuré. Là, on sent quand même qu'on tourne cette page, y compris chez Marvel, on n'a plus peur, en fait, de prendre position, parce qu'on n'arrivera jamais à convaincre, en fait, les gros connards que Cap, en fait, c'est pas un héros pour eux. Donc, autant faire de la BD bien rentre dedans. Quel plaisir en fait. Je parle très peu des dessins, excusez-moi, parce que en fait c'est super. Si on peut en parler vite fait, on assume le vrai costume de Cap à l'ancienne. On fait pas de tricherie, c'est vraiment le cas avec les petites ailettes sur les côtés et tout. Il y a même des blagues sur le bouclier, il y a le côté un peu civil avec Spider-Man qui est ultra marrant pour le coup. Le côté un peu, c'est un mec qui est amoureux en fait d'une meuf et il a du mal à gérer son planning. Enfin vraiment, j'ai pas de vrais reproches à faire à cette BD quoi. Je trouve vraiment juste Straczynski, c'est un putain de géant. Là, en plus, le retrouver jouer un peu avec les... Qui passe l'épreuve de l'âge aussi, quoi. Mais oui, grave. Putain, mais il a quoi, 70 ans, je crois, un truc comme ça. Il commence à faire son âge aussi. Et franchement, mais ça, c'est écrit comme si c'était un jeune homme, tu vois, au niveau de l'écriture musicale, des dialogues, un peu à la Bendis, un peu à la 70 ans, ouais. Tu vois, ça rend super bien encore, quoi. Et, je vais recommencer à monopoliser la parole. Voilà, du coup, Arnaud. Non, il y a pas de souci. Bah non, mais comme je le disais en préambule, tes mots servent bien mieux la cause de ce genre d'album que je ne saurais le faire, parce que moi j'ai été complètement charmé à la fois par le rythme, et j'allais pas dire par les idées, parce qu'effectivement ce que je disais en préambule, c'est pas une question d'être dans le camp du bien ou ce genre de truc ultra caricatural en fait qu'on veut bien nous imposer, juste, mais en fait oui, fondamentalement on n'a pas perdu la raison en comprenant que en fait les nazis en fait que tout ce qui incarnait en fait, toutes les idées qui étaient véhiculées par ce mouvement il y a maintenant 90 ans, c'est en fait c'est toujours d'actualité, c'est toujours des idées de merde qu'il faut combattre, et je trouve que le récit le fait, ce côté parallèle en fait entre le passé et l'aujourd'hui, pour dire mais en fait il n'a jamais fallu cesser de lutter contre le fascisme. C'est ça, c'est que ça donne à Captain America en fait pareil, c'est essentialiste en fait sur son rôle, sur ce qu'il est, et je trouve que pour le titre vraiment le titre Les Valeurs incarne vraiment en fait qui est Captain America, qui est Steve Rogers, et ce malgré les âges, et c'est d'autant plus agréable avec effectivement un auteur qui a une carrière déjà, qui faisait déjà des comics depuis de nombreuses années au moment où on était né, tu vois, donc tu sais, je me souviens très bien, il est toujours et c'est un des rares, tu vois, parce qu'il y en a encore des auteurs vieillissants et dont tu sens qu'effectivement qu'ils ont peut-être un peu perdu de leur superbe dans leur écriture, et c'est pas la dernière fois, tu vois, c'est moins grand qu'à l'époque. Oui, et c'est pas grave, parce que voilà, on peut pas être à son top toute une vie forcément. Lui, il y arrive, quoi. Lui, et particulièrement parce que je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très en phase, en fait, très au courant de tout ce qui se passe. Ça se voyait de toute façon aussi dans ses autres titres comme The Resistance, ce genre de choses-là. Dire, en fait. Il a jamais perdu, en fait, l'acuité de son regard sur le monde, et je pense que ça lui permet de rester pertinent. Grave. The Resistance, c'est même encore plus... C'est ça qui est rigolo, c'est quand tu compares avec The Resistance, en fait, c'est pas du tout les mêmes conclusions par rapport aux mêmes thématiques. C'est qu'en fait, là, vraiment, il se met au service de Captain America. Il reste, lui, tout à fait conscient que
c'est un monde compliqué avec des trucs à aborder qui sont vraiment importants, comme combattre l'extrême droite et tout. Mais The Resistance, c'est un pamphlet qui est beaucoup plus général, qui parle de transition de génération, de racisme organisé et tout. Alors que là, pour le coup, il arrive sur Cap. Et je me souviens, on était à Amiens, juste avant la soirée qu'on avait fait avec Huck, et Manu. Quand la news était tombée, et du coup j'ai dit non, vas-y, il faut que je la fasse et tout, donc j'ai sorti mon ordi, et franchement c'était l'une des rares fois où j'avais réussi à m'extasier sur un truc de Marvel, tu vois, parce que Marvel ils annoncent beaucoup de séries, il y en a plein qui sont intéressantes et tout, mais vraiment Straczynski, il y a un côté un peu qui revenait chez Marvel pour faire du il y a un vrai cap, côté Resta, tu vois, qui marche limite plus pour moi que quand on annonce que Millard revient. C'est un mec, pour moi, il fait pas d'erreurs comme ça, et quand tu vois justement le moule qu'il a encore aujourd'hui pour faire des bonnes histoires mainstream, parce que c'est mainstream, hein, pour le coup, qualitativement c'est ultra calibré. Mais ça fonctionne en fait. Et à une époque, on avait plus de projets comme ça chez Marvel. Et quand tu vois, t'as même pas l'impression que c'est compliqué à écrire en fait. Tu vois, c'est comment il te le fait, ça a l'air facile. Tu vois, point A, point B, point C, point D. Et à la fin, t'es en mode genre, bah voilà, je me suis régalé. Donc ouais, non, vraiment, moi plus de trucs comme ça, s'il vous plaît, chez Marvel, un peu moins de conneries sur les plans cosmiques et tout. Ouais, puis a priori c'est quand même Tom Brevoort et Alana Smith qui sont à l'édito sur ce truc, donc c'est pas une anomalie quoi. C'est et c'est juste que là, après, je pense que Straczynski, il a accepté de revenir en disant, vous me laissez faire ce que je veux, en fait, et vous m'imposez rien par rapport à d'autres choses, et que c'est pour ça que ça explique ceci, quoi. Donc, le deuxième tome, peut-être qu'il arrive le mois prochain, je crois, alors on enregistre ce podcast, je crois qu'il est... C'est en canon, hein. C'est en continuité, voilà. Il est plus très proche, mais en tout cas, le premier tome, c'est les 6 premiers numéros, c'est 20,99 €, donc dans le format 100% Marvel, qui pour le coup, c'est un des rares albums dans ce format-là qui est important de soutenir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres albums qui sont beaucoup moins intéressants, et là, pour le coup, c'est une série qui en vaut le coup. Et c'est autocontenu, hein. Vous pouvez vous arrêter au tome 1 si vous voulez. Ouais, bah après, t'as envie de continuer quand même, j'imagine. Oui, t'as envie de continuer, mais si les gens n'ont pas envie de suivre la série, comme tu disais, ceux qui veulent pas des longs formats et tout, vous pouvez prendre ce tome 1 comme juste une mini, et puis ça marche très bien. D'accord, très bien. Ensuite de Corentin, on va passer du côté de l'indépendant. Alors retour chez Urban dans ces fameux grands formats Urban, justement, donc enfin chez Urban Comics, mais dans le grand format Urban pour la réunion d'une équipe créative qui toi t'avait énormément plu. Il y a 2 ans, il me semble maintenant, avec toutes les morts de Leila Star. Donc c'est par Ramvé et Felipe Andrade, qui se retrouvent donc avec une série chez Boom Studios publiée sous le nom intitulé Rare Flavors et qui s'appelle ici en France Le Dernier Festin de Ruben. Donc on y suit le parcours d'un démon, tout simplement. Littéralement. Un démon de la un ogre de la mythologie du folklore. Oui, bah là, par contre là tu m'en demandes trop. Ouais, là t'es pas calé sur la mythologie le folklore hindou et indien. Un bout de là-bas à Avad Gita quand j'étais en fac. Mais c'est trop en fait. T'es à la fac, c'est un peu de tout étudier, donc la Bible m'a pris beaucoup de temps. Là j'avoue, je connais pas ce personnage, j'ai pas voulu faire de recherche particulièrement dessus. Parce que je trouve que c'est assez explicatif. Mais qui décide en somme en fait, qui se passionne pour la cuisine en fait, pour vraiment pour tout ce qui découle du fait de se nourrir en fait, mais en fait pour vraiment la cuisine et qui va demander en fait à un réalisateur paumé et sans le sou en fait. Qui ressemble beaucoup à Ramvé. Tu trouves? Ah ouais. Ah ouais, il y a un truc. Ah, après, je sais pas si tu l'as vu récemment, mais il pas récemment. Cheveux beaucoup plus longs et tout ça, donc je sais pas s'il s'est pris, mais peut-être. Là, c'est un côté un peu, tu sais, le jeune artiste en début de carrière qui hésite. Je me suis demandé s'il y avait pas un petit côté, tu sais, ça, vas-y. Ouais, donc, il lui demande de réaliser, en fait, qu'il va demander à ce réalisateur, en fait, de faire un documentaire, vraiment inspiré des séries documentaires que faisait, le regretté, Anthony Bourdain, merci. Qui est cité explicitement dans le... Oui, et dont la mort, en fait, est ce qui a inspiré l'œuvre. Donc, c'est complètement lié. Donc, de partir faire une série documentaire, avec des plats qui sont cuisinés dans les régions orientales et indiennes, avec donc des trucs très spécifiques. Et le twist un petit peu aussi, c'est que la base du plat en termes de viande, c'est les hommes, quoi. C'est un ogre, hein, donc il mange des hommes, et donc c'est aussi l'idée de dire est-ce que le réalisateur va découvrir la vraie nature de Ruben ou non, et est-ce qu'il va quand même accepter de poursuivre cette mission alors qu'elle est proprement un peu affreuse, mine de rien, parce que en acceptant de tourner ce documentaire et la réalisation de plats, ça condamne aussi des personnes à mourir, et en même temps, est-ce que Ruben en tant que démon et au contact de ce réalisateur va pas aussi peut-être adoucir ses mœurs et ses habitudes culinaires. Corentin, dis-moi, toi qui étais vraiment un très grand fan de Leila Star, que j'avais aussi beaucoup aimé à titre personnel, qu'as-tu pensé du dernier festin de Ruben? Est-ce que ça t'a mis en appétit ou au contraire, est-ce que ça t'a laissé sur ta faim? Et j'en arrête avec avec ça. On est repu sur ce genre de blague. Voilà. Alors déjà, effectivement, c'est très cousin de Leila Star.
Star, le format urbain qui a été choisi, la couleur du dos, qui est la même couleur en rose strié de blanc. Le but évidemment est de le vendre aux gens qui ont aimé Layla Star. À mon sens, c'est faisable parce que ça a un peu les mêmes thématiques. Dans Layla Star, c'est la mort, donc voilà une figure relativement négative en général, qui est humanisée et qu'on renvoie à un rôle finalement, comment dirais-je, utile au monde des hommes. Là, c'est un peu la même chose, mais c'est fait de manière assez différente. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un des propos de Rubin lui-même qui dit « Je suis utile, je suis essentiel en fait à la vie ». C'est là que moi, je suis pas d'accord avec ce que Ramvé en fait. Mais on va prendre les choses dans l'ordre. Il y a une vraie âme dans ce bouquin, il y a un vrai souffle. C'est très poétique, c'est très littéraire aussi. Ça rentre en fait dans cette partie de l'œuvre de Ramvé qui est un petit peu comme Jeff Lemire, on en parlait avec lui. Jeff Lemire, il a en fait sa bibliographie, on va dire mainstream, dans lequel je peux aussi englober les titres de science-fiction grand public. Et il y a la bibliographie beaucoup plus biographique, où il parle du Canada, il parle de l'Ontario, il parle de son enfance, avec des grands mythes qui se passent sous la neige, et que généralement il dessine lui-même. Je pense que Ramvé, si on fait une sorte de trilogie c'est pour ça que je faisais la comparaison, entre Graffiti's Wall, le dernier festin de Rubin et Layla Star, ça constitue aussi pareil une bibliographie qui parle précisément de lui, de son rapport à l'Inde, de son rapport à l'art, et de son rapport à la société dans laquelle il a grandi et évolué. Dans Graffiti's Wall, vous aviez 3 ou 4 jeunes, qui avaient toutes des passions différentes. Ça pouvait être l'écriture, ça pouvait être la musique, ça pouvait être le graffiti. Et en fait, comment ils se positionnaient au milieu des décombres qu'était Mumbai à l'époque, dans en fait leur rapport personnel à leur culture, leur civilisation et tout. Et d'ailleurs, il y avait déjà des mêmes nappes de couleurs. Même si c'est RK, on reconnaît un cousinage par rapport à Layla Star et à Rubin dans la façon de dessiner Mumbai, la façon en fait de faire vivre cette culture extrêmement indienne. Layla Star, c'est la mort, et en fait, à travers la mort, on voit le profil et le point de vue d'individus en fait qui sont pareils au confluent de cette grande métropole, avec le passage des générations, avec le temps, avec le rapport que les uns et les autres ont à la mort, et aussi ce que ça a pu leur apprendre à travers leur vie. Et là, Rubin est un peu la même chose avec la cuisine. En fait, c'est une déclaration d'amour à la cuisine indienne, et aussi son rapport avec le reste du monde, puisqu'on te parle du piment qui a été importé d'autres civilisations. On te parle aussi justement de ce côté, la cuisine raconte des histoires. C'est un point de rassemblement pour la famille. C'est aussi une façon de vivre une identité. C'est un langage. Donc c'est un langage chez des personnes. Et on parle aussi beaucoup des personnes qui font qui font vivre cet art-là. C'est la première forme de dialogue et de culture en fait, et que c'est même par. D'ailleurs, il y a Maxime Lodin qui est le traducteur de l'album, qui est le traducteur. Je crois qu'il a traduit tout Ramvé en France, mais qui signe une préface qui est super chouette et qui rappelle en fait l'importance du repas en tant que tel, et que c'est un peu que le repas c'est à la base même c'est la fondation des sociétés en fait. Ouais. À partir du moment où on a pris un besoin vital et qu'on l'a transformé, il y a un autre mot que je voulais, mais qu'on l'a complètement élevé en fait, largement au-delà parfait, sublimé au-delà de la seule fonction triviale en fait, qui est de juste on a besoin d'énergie pour vivre. C'est ça. Et alors, en mêlant justement le référent mythologique de Rubin, qui est donc effectivement un démon, un ogre qui se nourrit des êtres humains, il rapproche ça en fait, je pense, il fait une sorte de grand blot en disant à la fois la culture indienne par sa cuisine, par sa mythologie, et aussi dans ce qu'elle peut représenter aujourd'hui comme point d'attrait culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un propos par rapport au streaming aussi qui est posé. Pour ceux qui ne voient pas, Anthony Bourdain, donc il avait une émission qui s'appelait Parts Unknown, où il allait donc aux 4 coins du monde pour interroger les cultures locales, les particularismes locaux. Il a été à Lyon, il a été à Marseille, il a été au Cambodge, il a été en Thaïlande, il a été à Rome, il a été dans le sud de l'Italie, enfin, il était en Afrique, il était un peu partout. Et chaque fois, en fait, justement, ces émissions qui ont gagné des Emmy Awards et tout, étaient en fait une occasion pour les États-Unis de se confronter justement aux cultures étrangères ou aux cultures locales. Il y a aussi des trucs qui ont été faits aux États-Unis avec Détroit et tout. Et en fait, Ramvé, il t'explique que cette façon de faire, c'est un peu en fait comme si les États-Unis voulaient consommer la vie des gens que Bourdain allait interroger. C'est en fait voilà, on va prendre un mec intéressant, ce que nous on fait aussi quelque part. On prend un mec intéressant, on le présente aux gens, ils ne le connaissent pas, ils en sortent grandis comme s'ils avaient justement assimilé et ingéré ses connaissances ou son côté un peu spécial, ce qu'il a d'intéressant à raconter. Et là, du coup, moi, je trouve ma limite à l'allégorie. C'est qu'en fait, si tu veux, je suis pas forcément déjà très à l'aise avec le thème de l'anthropophagie, enfin, du cannibalisme ou le fait de manger les êtres humains. Pour moi, c'est un thème qui est plus lié à l'horreur. J'aime beaucoup Hannibal Lecter, dans la série Hannibal qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est quand même difficile à mêler dans ce type d'histoire qui est assez poétique au final. C'est ça. Et en fait, il y a des monologues qui, je pense, sont faits pour tirer de l'émotion.
Mais moi, en fait, je reste bloqué par l'idée que c'est un mec qui bouffe des êtres humains, en fait. Mais c'est pas un être humain qui bouffe des êtres humains. Je comprends, mais même si c'est allégorique, parce que c'est évidemment très allégorique, tout ça est très allégorique, il y a un problème pour moi qui se dessine dans l'œuvre, qui est qu'en fait, il arrive pas à moi me vendre l'idée que ce personnage-là, qui du coup, en fait, est un poète, est un littéraire. Oui. Il écrit au chaque début de numéro des grandes lettres à Mancy, qui est une sorte de fille adoptive, on va dire. Et il a un rapport très bienveillant, en fait, aux personnages qui mange. En fait, c'est qu'il a envie de les manger parce que, parce qu'il les aime, en fait. Leur passion, leur talent, leur individualité, en fait, les rend bons, au sens gustatif du terme. Moi, malheureusement, en fait, ça me bloque. C'est une métaphore à laquelle t'as du mal à adhérer. J'ai une barrière cérébrale sur le côté, mais quand même, à la fin, il les bouffe et ils sont morts. C'est ça, et en plus, même, il le fait avec une certaine ironie. Tu vois, à un moment donné où il se barre, il revient avec un steak, entre guillemets. Tu sais très bien ce qui est arrivé. Ou pareil, à un moment donné, Mo va surprendre. Forme d'humour un peu macabre, un peu comme les Bouchers Verts. Je sais pas si vous avez vu cette comédie avec Mads Mikkelsen, c'est un de ses premiers films qui est assez génial, où en fait, mais ça ressemble un peu, c'est un peu comme Barbac avec Fabrice Eboué, mais du coup qui a été tourné 20 ans avant, où en fait c'est deux frères Boucher qui se retrouvent avec très très malheureux concours de circonstances, alors que leur boucherie est sur le point de faire faillite, en fait, à devoir vendre des steaks de viande humaine, en fait, parce qu'ils ont pas trouvé d'autres moyens que de se débarrasser d'un cadavre qu'ils ont pas voulu, et du coup ça rentre un succès immense, et donc comédie très noire, sauf qu'à la fin ils s'aperçoivent, désolé si je vous spoil un film vieux de 20 ans, mais qu'en fait c'était pas la viande, mais c'était la marinade qu'ils avaient faite, donc qui permet, tu vois, et donc qui rend le truc encore plus ironique, voilà. Mais moi ça me faisait un peu penser à ça, tu vois. Tu as ça dans Sweeney Todd aussi, le barbier de Fleet Street, où pareil, tu sais, c'est un restaurant à tourte à la viande. Ils ont pas d'argent pour acheter de la viande, donc ils prennent des gens, ils les égouillent et transforment leur corps en viande de tourte, tu vois. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est une comédie noire, Sweeney Todd, quelque part. Il y a un côté, il chante, c'est une comédie musicale en plus. Donc, moi, ça marche bien en comédie noire. D'ailleurs, les exemples que tu cites sont des comédies, ou bien vraiment en thriller horreur, comme dans Hannibal. Hannibal, tu peux te passionner pour le personnage quand Mikkelsen le joue. Et même, tu peux te passionner pour la figure du vilain et tout. Le rendre sympathique ou justifier son approche comme un truc artistique, c'est vrai, on tient vraiment là une histoire qui, pour moi, a plus à voir avec la subversion, en fait. C'était, je crois que c'était Karim Debache qui disait ça en parlant d'un film de Rob Zombie où, pareil, on suit une famille d'assassins. C'est peut-être Cannibal aussi, d'ailleurs, je sais plus. Et on te les présente comme les héros de l'histoire sans même te poser la question de est-ce que t'es d'accord ou pas. Ça bouleverse tes codes, en fait. T'as pas l'habitude de ça et tu peux pas, en fait, adhérer à ce truc-là. Donc, ça te déstabilise. Là, l'objectif, justement, je pense que c'est de jouer sur la déstabilisation. Ou alors, au contraire, c'est de se dire en fait que les ogres existent depuis toujours, et un petit peu comme dans Shrek, on va dire, il y a ce côté, mais les monstres, ils ont aussi une histoire, ils ont aussi un truc à nous raconter, un truc intéressant, et un point de vue qui est différent parce que c'est des marginaux, et comme en plus ils sont très vieux, ils peuvent comprendre un petit peu justement les fondements de l'âme humaine. C'est super intéressant, c'est très bien fait. Moi, ça ne me parle pas, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont trouvé l'album ultra émouvant, qui ont vraiment lâché une larme à la fin, parce qu'il y a un magnifique discours à la fin sur ce qui fait de nous des êtres humains pleins de passion, en fait, plein de lumière. Et ce côté justement rendre un petit peu le trivial de la cuisine élégant, poétique, presque raffiné entre guillemets, et dans ce qu'il dit justement des cultures locales. Il y a beaucoup d'anecdotes en fait des personnages que Rubin mange, où ils te racontent leur histoire et leur vie. Et là on reconnecte vraiment à l'écriture ultra naturaliste de Leila Star justement. Putain, malheureusement j'ai oublié. Il y avait un bouquin qui avait gagné le prix Goncourt qui se passait dans les Pouilles en Italie, où c'était une famille de pêcheurs qu'on suivait de génération en génération, et juste, il y avait pas de meurtre, il y avait pas de rebondissement, juste, en fait, c'était l'art de la vie. Tu vois, genre, c'est-à-dire comment, en fait, tu vis au quotidien en faisant un boulot qui te passionne, qui a du sens pour toi, et qui est suffisant à braver la souffrance et la douleur, la répétitivité et tout. Là, il y a vraiment ce truc-là aussi, là-dedans, il y a une énergie vraiment, qui est en plus magnifiquement bien rendue par Felipe Andrade, qui, on a oublié de le dire, l'album est magnifique. Ouais, c'est vraiment la silhouette de Rubin qui fait très justement Kingpin de Sienkiewicz. C'est des structures corporelles qui sont géniales. Mais Cara Design qui fonctionne immédiatement, en fait, au premier coup d'œil. Et pareil, c'est le genre de dessin où tu peux entendre les bruits de la ville, tu sens les odeurs quand tu vois les plages de recettes. Alors, il y a des plages de recettes. Un peu comme dans Food Wars, justement, vous pouvez cuisiner après avoir lu cet album et essayer de vous mettre à la cuisine indienne. Alors, ne tuez pas votre voisin pour le bouffer, hein, attention. Mais voilà, c'est vraiment ça file un peu la dalle, tu vois. Jusqu'au moment où tu te rappelles qu'il bouffe des êtres humains et que c'est dégueulasse. Mais voilà, esthétiquement, c'est magnifique, il y a pas de reproche à faire. La fumée aussi de cigarettes, qui était un truc que faisait déjà Andrade, et qui enveloppe l'album d'une brume mystique. C'est très mystique d'ailleurs comme album. Et que je reviens au truc avec Ramvé, ce côté où souvent, comme dans
Graffiti's Wall, il prend une figure d'artiste qui se cherche un peu, qui ne sait pas exactement ce qu'il va faire de son talent, et il te la met en face, en fait, de relations qui vont lui dire, tu as un talent, pousse-le, accomplis-le. Je pense que ça parle d'un truc que lui a dû vivre, en fait, parce que c'est souvent les personnages qui sont les plus effacés, et aussi ceux qui ont le plus de potentiel. Et comme à la fin de Graffiti's Wall, tu sais, t'as un récit qui est fait par un des personnages qui raconte, en fait, le souvenir qu'il avait de sa jeunesse. Tu as la même chose ici, avec le discours final de Mo, où il explique, en fait, ce qu'il a trouvé dans cette rencontre, dans ce chemin, etc., qui est très bien branlé. Pour moi, malheureusement, effectivement, j'avais adoré Layla Starr parce que j'ai des grosses angoisses morbides, enfin, depuis toujours d'ailleurs, comme beaucoup de gens, mais le thème de la mort, comme il a été rendu, et aussi cette particularité d'avoir fait, à mon sens, une sorte d'hommage discret à la mort de Neil Gaiman, en disant qu'en fait, la mort, bah, c'est une belle jeune nana un peu paumée, qui a beaucoup de douceur et de compréhension envers les êtres humains. Ça me parle plus que le démon cannibale. C'est juste une question de préférence. Peut-être qu'il y a des gens qui sont justement plus dans cette forme d'horreur-là ou cette forme d'anxiété-là qui vont trouver leur compte là-dedans. Je garde de l'album vraiment un bon souvenir. J'ai bien kiffé. Je trouve ça très cool. J'ai envie de cuisiner indien. D'ailleurs, j'ai envie de bouffer indien en ce moment même, là, pour te dire. En plus, c'est une cuisine qui fait beaucoup de trucs végétariens, donc ça m'aide beaucoup. Mais c'est pas aussi grand que Layla Starr. Il faudra le prendre, à mon sens, plus tard comme un élément dans la grande tapisserie que fait Ramvé, où il parle de la vie, de l'art et de l'Inde. Et c'est en fait les trois thèmes fédérateurs de ces trois albums-là, que vous pouvez lire d'affilée, mais limite pour moi, préférez faire Graffiti's Wall, Rubin et Layla Starr dans cet ordre-là. Pour avoir la qualité ascendante. Exactement. Quoi. Et parce que même si je trouve peut-être que Andrade est plus fort dans celui-là, quand même, il est plus généreux dans ce qu'il te met comme élément visuel et tout. Pour moi, Layla Starr reste plus universel, en fait. Quoi. Oui, non, mais j'ai préféré aussi Layla Starr, clairement. Et moi, c'est pas le problème de l'ogre anthropophage, en fait, qui me pose souci. C'est simplement que les récits de cuisine me parlent pas beaucoup. Pourtant, tu t'es mis à la cuisine. Et pourtant, je me suis mis à la cuisine. Après, elle est sommaire, elle me permet surtout d'essayer de mieux manger. Donc, c'est pas forcément par une pure passion de l'art de la cuisine en tant que tel, même si c'est vrai qu'il y a ça peut être très satisfaisant effectivement de manger quelque chose que tu as préparé avec attention et tout ça, mais au-delà de ça, mais c'est vrai que non, mais pourtant j'avais bien aimé le gourmet solitaire, tu vois, de Taniguchi, mais de façon plus générale les récits de bouffe, en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose voilà, à laquelle je suis plutôt hermétique. Et j'avais beau aller dans l'album et voilà, et comprendre toujours ce sens du discours de Ramvé, cette envie de célébrer la nature humaine, en fait, et de célébrer aussi le vivant, en fait, et ce qui nous réunit aussi, et ce qui fait effectivement nous de chaque être humain, en fait, quelqu'un de singulier qui a une histoire à porter. Donc j'arrive à lire le discours, tu vois, j'arrive à le comprendre, et je trouve que l'album est très beau et tout ça, mais au final, moi, il y a le truc qui me bloque, c'est qu'au final, ouais, je me fiche, en fait, de personnellement, je regarderai pas, tu vois, les documentaires et pourtant ça, c'est super bien pour ça. non, et j'entends, et je dis ça alors que par moment, de temps en temps, regarder un Top Chef ou un meilleur pâtissier, ça me fascine aussi de voir ce que des gens sont capables de réaliser avec des ingrédients qui sont accessibles, en fait, clairement. Donc donc je comprends la fascination, hein. Je la comprends parfaitement. C'est juste que après, en termes, ce que je dis souvent aussi dans ce podcast, c'est de voir en termes de viscéralité, de est-ce que vraiment je ressens quelque chose ou pas en mon fort intérieur. Bah, Ruben ne m'a pas fait ressentir grand chose. Okay. Et c'est pour ça que du coup j'ai du mal à forcément manger, alors que Layla Starr, forcément les thématiques aussi me parlent le plus, mais même l'univers, l'ambiance qui s'est dégagée, est vraiment quelque chose que je trouvais absolument fabuleux. Et là, même si Ruben détonne et que la première scène où tu vois face à au grand tableau de ça, il y a quelque chose qui se dégage immédiatement. Ouais, c'est pas une impression, une atmosphère qui m'a forcément happé, qui a continué de me happer tout du long. Ok. Juste pour préciser un truc, les émissions d'Anthony Bourdain, particulièrement Parts Unknown, s'intéressent pas tant que ça à la façon dont les plats sont faits. C'est une excuse qui se donne pour aller interroger des cultures locales. Ouais, il y en a qui pourraient te parler, parce qu'il y en a deux qui se passent en Italie, et vraiment dans des coins spécifiques de l'Italie qu'on voit rarement. J'ai pas tant d'attaches. Mon père m'a jamais appris à cultiver les attaches à mes racines. Moi, pour le coup, qui n'ai pas connu mon grand-père italien, c'est intéressant aussi d'aller voir la vraie vie des gens sur place, et c'est un peu ce que lui il fait. Et en fait, quand vous avez vu Parts Unknown, alors ça se trouve sur YouTube ou sur Dailymotion, vous tapez Parts Unknown. C'est sur Netflix. Je sais pas si c'est encore sur Netflix. Je peux vérifier. Mais pour le coup, c'est des super émissions. Moi, je suis un grand fan de Bourdain. J'étais un fan de Bourdain, c'est ça que j'avais écrit l'article de son suicide, ouais. Quand il s'était foutu en l'air. Et c'est vrai que effectivement, quand tu prends Starve de Brian Wood, qui a des références à Anthony Bourdain, quand tu prends Get Giro ou Hungry Ghost, parce qu'il a fait de la BD aussi, et quand tu vois cet album-là, en fait, c'est une façon d'aborder la cuisine plus comme un sujet de société, un sujet culturel, que vraiment juste comme Top Chef ou Master Chef, enfin, ou toutes ces émissions-là,
comme en fait, comment dirais-je, Il avait fait chef. l'art concret Ouais. de la bouffe. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait qu'un plat a du goût, comment on conçoit un plat. Ça, c'est plus l'émission culinaire à la Top Chef. Là, c'est plus en mode genre, qu'est-ce que ta cuisine dit de ta culture. Mais Bourdin avait aussi fait Chef Stable, non? Ouais, ça, c'était avant. Ouais. C'était avant. Mais il a fait plein de trucs. Ça, c'est hein. sur Netflix, Il a du écrit coup. un bouquin aussi sur justement le monde secret de la bouffe qui a été adapté en série télé avec Bradley Cooper, que t'es pourri la série d'ailleurs. Mais intéressez-vous d'ailleurs à ce mec-là parce que c'est vraiment un mec génial. J'adorerais parler avec Ramvé d'Anthony Bourdin. Parce que, en fait, si vous avez lu Parts Unknown, donc ce que je veux le dire, vous comprenez beaucoup mieux la démarche de Rubin et ce côté, en fait, de l'exploration, effectivement, de l'identité culturelle ou individuelle à travers la cuisine. Et ça, c'est bien foutu. Moi, j'aurais juste préféré qu'il mange pas les êtres humains. Voilà. Je sais que c'est tout le principe de l'album, mais j'aurais préféré qu'il mange pas les êtres humains. Très bien. Quel humaniste, ce Corentin, décidément. Ah, c'est une belle. Ne mangez pas les gens. Voilà, ne soyez pas nazis, ne mangez pas les gens. Quelque part, on est un vraiment. programme politique, là. Vraiment, ce camp du bien horrible, quoi. Vraiment, quel donneur de leçons. Wokiste. Ouais, quel donneur de leçons, c'est terrible. Allez, Corentin, on termine ce Back Issues qui est quand même long, même s'il n'y a pas énormément d'albums chroniqués, parce on a un peu de temps pour parce qu'il y avait des choses à en dire, avec la conclusion de la série Granville de Brian Talbot. Alors, vous avez eu une petite interview de Brian, justement, que j'ai appelé Retour à Granville, parce qu'on l'avait déjà eu un peu quand il y avait eu les trois premiers tomes de sortie. Et donc, ça a permis d'évoquer la conclusion de cette série, dans lequel, qui est en fait le dernier tome de Granville en tant que tel, mais qui est pas à la fin de cet univers, parce que vous le savez maintenant, et il l'a déjà dit dans le podcast, qu'il prépare un préquel, justement, sur la figure de Stamford Hawksmoor, qui est le mentor. Le mentor de Le Brock. Sherlock Hawk. Il aurait dû l'appeler Sherlock Hawk, ça aurait été plus rigolo. Ouais, peut-être pas assez subtil quand même. Bon, c'est pas très subtil pour le coup. mais justement, et c'est en fait dans ce force majeure en fait où on va découvrir en fait on va voir enfin les origines de Le Brock avec sa première enquête en compagnie de Stamford Hawksmoor et cette grande enquête qui est peut-être la plus Agatha Christiesque de tout, alors de toute la série, hein, qui évoquait les récits d'espionnage et de détective sous différentes allures. Il y avait un côté plus James Bond dans certains. Même plus Tarantino dans certains autres. Et plus Tarantino dans d'autres. Et là, on est quand même vraiment dans le full Conan Doyle et Agatha Christie qui puisse être avec cette enquête, quoi. Absolument génial. C'est moins blockbuster, en fait, j'ai l'impression des... Et pourtant le plus long, hein. Et pourtant le plus long aussi. Il est super long. Parce que t'as tout ce flashback, très long flashback, mais qui est génial aussi à lire là-dessus. C'est là que tu dis, en fait, je pense que c'est en faisant ça qu'il a dû se dire, non, mais il est trop bien ce personnage, il lui faut un spin-off. Ouais, c'est clair. Corentin, est-ce que tu veux en parler un petit peu de Force Majeure, donc qui est sorti aux éditions Delirium comme toute la série Granville. Tout à fait. Alors pour rappel général, donc ça se passe dans un monde d'animaux anthropomorphes et dans une uchronie dans laquelle Napoléon a remporté la guerre contre les Anglais, a conquis donc l'Angleterre et sans force d'opposition contre lui a développé le grand empire napoléonien d'un bout à l'autre de l'Europe. Granville, c'est Paris. Et en fait, les Anglais ont vécu pendant 200 ans sous occupation. C'était une colonie de l'empire napoléonien. Et ensuite, elle a pu prendre son indépendance. Voilà, il y a eu une guerre décoloniale, une vraie guerre décoloniale comme la guerre d'Algérie, où il y a eu des actes terroristes, où il y a eu des guérillas, où il y a eu de la résistance, etc., etc. Et où on remarque comme la libération de Paris quelque part aussi. Et en fait, Le Brock, lui, était un enfant / un adolescent quand ça a fini par arriver. Donc les liens sont encore très étroits entre les deux cultures. Et toute la menace, en fait, dans les albums de Granville vient toujours de Paris et des restes de la guerre d'indépendance. Donc vous aviez les agitateurs politiques qui voulaient faire un putsch, récupérer l'Angleterre. Vous avez la mafia, vous avez les anciens résistants qui sont passés dans le mauvais camp. Et là, vous avez, entre guillemets, une sorte de mafia, de gang, un peu comme les Apaches, qui ont un projet, en fait, pour Granville. Pour le coup, c'est un dinosaure. On n'avait pas vu de dinosaure jusqu'ici dans Granville, c'est trop cool. C'est Tiberius, je crois. Tiberius, voilà. Donc pareil, vous avez aussi beaucoup de renvois au césarisme, en fait, parce que vous avez Tiberius et vous avez Gaius, et vous avez en fait une sorte d'allégorie un petit peu des luttes de pouvoir qui ont pu avoir lieu dans la Rome antique entre les différents empereurs qui se sont assassinés et tout. Donc ils sont ça des référents qui rajoutent en plus pour se faire plaisir. Qui était un vilain très très vilain pour le coup. Ouais, c'est probablement l'un des meilleurs vilains je trouve de la série aussi. Mais et qui était amené parce qu'en fait si aussi Tiberius s'en prend et Koenig notamment s'en prennent à Le Brock, parce que ça remonte pour le coup à des incidents qui ont eu lieu dans le tome 3 ou le tome 4 et en fait de toute façon Talbot le dit dans l'interview que vraiment les 3 4 5 ont été pensés dans un vrai ensemble en fait. Donc c'est aussi un payoff en fait qui est génial quand t'as lu la série, même si chaque aventure peut se lire un peu de façon déconnectée. Tu peux même rentrer dedans sans forcément. Mais en fait, t'as un vrai payoff qui arrive avec ça. Alors du coup, on a on a un Le Brock qui est peut-être plus humain dans cet album-là, je trouve,
moins machine à tuer, quoique évidemment il y a toujours beaucoup de morts, qui va être papa, qui commence à s'installer dans la vie active, qui va reconnecter avec ses souvenirs, et on explique un peu justement peut-être un peu mieux pourquoi le Brock est si en colère, et contre les Français, et contre les traîtres, au sein de son mouvement, parce que voilà, sa famille a été assassinée 2 fois. On voit un petit peu son enfance, son rapport avec son père qui était un résistant et tout. On voit justement comment est-ce que lui, dans le présent, en fait, il aurait dû être amené à devenir le vrai chef de la police. Son supérieur lui a un peu volé son destin, il préfère être un homme de terrain. On voit tout ce relationnel avec son mentor, donc qui est vraiment Sherlock Holmes, avec la tenue de Sherlock Holmes. Il dit élémentaire, mon cher le Brock et tout. Ça, pour le coup, c'est vrai que t'as un bonus dans l'album, en fait, qui sert beaucoup pas forcément à grand chose, mais, enfin, si, il est utile pour l'intrigue et pour comprendre le caractère du héros. Mais effectivement, il y a 2 enquêtes dans le même truc. Une intrigue qui, pareil, qui va plus mettre le héros en danger. Ah ouais. À un moment donné, vraiment, on croit d'ailleurs que c'est fini, et voilà. Un petit passage, justement, par le côté underground de Paris, avec des vrais moments de film noir, un vilain qui boxe et tout, des trahisons, des vrais, bon, faut pas spoiler, mais des vrais renversements. Cette culture aussi parce que c'est des albums qui sont très érudits. Encore une fois, il y a beaucoup de références au vrai art parisien, à l'art nouveau. Là, vous avez donc le musée de cire de Madame Tussaud, avec les statues de cire et tout. Et vous avez une case où vous avez dans la même case, Black Sad, Canardo et l'hippopotame des Elephant Man. C'est vraiment genre un hommage à tous les détectives animaliers de la BD franco-belge, enfin et américaine du coup. Après il manque juste un mais qui est plus obscur, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, c'est Pi la vache. Je la connais pas. Ouais. Tu connais pas, mais il faudra que je te remonte. À chaque fois, c'est une série de. Je me rappelle si elle était enquêtrice ou pas, mais c'est une série de trucs animaliers avec des animaux, et à chaque fois dans des enquêtes qui sont super, des histoires qui sont super glauques quoi. Et voilà, ça s'appelle Pi la vache. Okay. J'ai un souvenir parce que je disais ça quand j'étais petit et je savais que je devais pas lire ça quoi. Comme tu dis aussi, on sent le côté un peu compilation et fin de série où on fait beaucoup de références aux aventures précédentes, qui marchent toujours aussi bien, et toujours ce chassé-croisé entre la France et l'Angleterre. Il y a une fin qui est assez explosive, assez violente, et vraiment là on règle un peu les dernières affaires qui restaient à Le Brock pour être tranquille. Il y a toujours ce côté, ça reste un flic expéditif et violent, qui entre guillemets ils se couvrent un peu entre eux quand ils font des dingueries et des bavures. Ce bestiaire qui est complètement fou avec des animaux, avec carrément des écrevisses, ce qui est dégueulasse pour le coup. Anthropomorphe, c'est vraiment affreux. Toute cette partie avec sa nana qui est vraiment plutôt mignonne, même si bon, mais oui, bien sûr. Oui, mais je l'ai vu ce truc-là. Moi, j'étais petit. J'ai pas lu, mais je me souviens des couvertures. Donc elle est agent secret, elle est pas. Mais très voilà. bien. Bravo à la vache. Il faut que tu en parles avec Brian Talbot. D'ailleurs, Talbot aussi qui se met en scène dans l'album, parce qu'il y a un Byron Turbot qui va voir Granville et lui dit ce serait bien si j'écrivais tes aventures. Et du coup, putain, l'enfoiré, il a vraiment fait comme Watson et Holmes en fait. Conan Doyle faisait croire que c'était en fait le docteur Watson qui racontait les histoires de Holmes, donc il s'était créé un avatar de fiction dans la fiction. Ça marche super bien. Au global, après, c'est compliqué d'élaborer sans spoiler parce qu'il y a 2-3 twists à l'intérieur. Ça reste de la même qualité que les autres albums. Je trouve que la colo est un peu mieux foutue cette fois-ci. Peut-être parce que justement, lui, en revoyant les premiers albums, comprend que il a un peu trop abusé des nappes numériques. Bon, ça reste pas forcément le maillon faible, j'ai dit le maillon faible de l'album, mais ça reste pas le point sur lequel il est le meilleur, mais c'est mieux équilibré, c'est moins agressif, il y a moins de pattes vraiment où tu sens le Photoshop. C'est bien foutu, les personnages sont ultra expressifs, enfin, il arrive vraiment à donner de la vie à des gueules de hamster photoréalistes, pour le coup, ils ont vraiment des gueules de hamster. C'est pas genre comme Donald Duck qui a quand même en fait pas vraiment une gueule de canard. Là, vraiment, il arrive à les rendre vivants, expressifs, intelligents, intelligibles. C'est bien, en fait, voilà, c'est de la bonne BD, c'est, à mon sens, pas une conclusion totalement satisfaisante. Je pense qu'on pourrait retrouver le Brock d'ici 5 à 10 ans, dans la fiction, je veux dire, en père de famille, voilà, qui en fait reprendra du service pour une nouvelle affaire. J'aime beaucoup le relationnel avec son mentor qui du coup est dans la séquence passée et dans la séquence présente. Et tu sens d'ailleurs tout l'amour que Talbot, qui donc comme tous les Anglais a été élevé avec Sherlock Holmes et le voit comme le dieu indépassable. D'ailleurs ça c'est vraiment une obsession des Britanniques. C'est vraiment comme nous avec les mousquetaires. Je crois pas que t'as un seul auteur britannique qui soit pas intéressé à Sherlock Holmes à un moment donné. Alan Moore, il l'a exclu dans la ligue Gentleman Extraordinaire en disant vraiment c'était le détective, le seul mec qui pouvait fumer Moriarty et tout. Voilà, c'est assez rigolo de le voir justement mis en scène avec ce côté un peu patron de son Sherlock Holmes à lui, parce que pareil, le Brock de base est inspiré par Holmes. Et là, tu sais, t'as pareil, t'as cette espèce de scène d'adieu entre les deux, où le Brock commence un monologue en mode genre, tu sais, t'es comme un père pour moi et tout, il fait, ta gueule. À plus tard, frérot. Et bien joué. Et tu dis, c'est bien, c'est grand,
C'est de la BD vraiment par un mec intelligent, qui n'oublie pas qu'il faut divertir aussi son public, qui aime bien la violence graphique. En fait, c'est un peu, voilà, le Sherlock Holmes des mecs qui aiment bien, comme tu dis, James Bond, qui aiment bien le steampunk, qui aiment bien Tarantino, qui aiment bien la bonne violence graphique quand il faut, les vilains qui s'écoutent parler, qui tapent des bons monologues bien cruels et tout, les vraies intrigues politiques. Enfin, c'est un monde vraiment crédible, réfléchi, qui est ludique aussi, parce qu'il y a toujours tous ces clins d'œil dont on parlait, et qui, étonnamment, même s'il est quelque part francophobe, est la BD la plus francophile, justement, du spectre comics américain et britannique, parce que c'est fait par un mec qui est, je pense, obsédé par la culture française, à tel point d'ailleurs, quand on avait fait l'interview, nous, à l'époque, j'étais pas là pour la nouvelle, mais qui nous avait dit essayer de me parler un peu en français pour voir ce que j'essaie de m'y mettre et tout. Mais du coup, au début de l'interview, il me fait, on peut le faire, il me dit, on peut le faire en français si tu veux. De trucs, et du coup, c'est marrant. Ouais, ça, c'est rigolo. Parce qu'il continue d'apprendre, il continue d'essayer de progresser, mais au-delà de la francophilie, c'est culturophilie, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses, parce qu'on s'intéresse à la bande dessinée, à différentes formes d'art pictural, à la bande dessinée britannique aussi, mais aussi aux peintures, à la sculpture. Enfin, voilà, c'est visuellement à chaque fois complètement. Dans les décors, c'est du Wee Charlie, quoi, carrément. Ouais, c'est vraiment à chaque fois super appréciable que Laurent Lerner des éditions Delirium ait inclus en fait toutes les annotations des références qui en fait sont, ça, c'est vrai que je l'avais découvert en interviewant de nouveau, en fait, qui sont disponibles sur son site en fait, et qui ne sont pas présents dans l'édition anglaise, tu vois. Donc c'est vraiment après coup qu'il les a rajoutés, et nous, bah, ça permet aux gens comme moi qui ont pas toutes les refs de redécouvrir et même de t'intéresser à d'autres choses, en fait, tout simplement. C'est vrai que le mec en sait plus sur notre culture à nous que nous-mêmes, en fait, t'as l'impression. Bah ouais, complètement, bien sûr. Bah c'est souvent le cas, tu sais, que nombre de Parisiens qui vont pas voir la Tour Eiffel parce qu'en fait, elle est là, tu vois, et donc tu t'y intéresses pas. Après, au-delà de la Tour Eiffel, là, c'est vraiment, tu sais, c'est des références à des affiches qui étaient sur telle rue en 1920 sur un café très populaire et tout, tu te dis what the fuck. Et quand on parlait tout à l'heure de Straczynski, de son côté, bah c'est un peu un grand-père maintenant, et pourtant il est encore aussi agile de ses crayons. Bah lui c'est pareil, lui franchement il est encore plus vieux, quoi, il a 77 ans je crois, Brian Talbot. Ouais, il me semble. Franchement c'est pareil, c'est écrit par un mec qui pourrait être d'âge moyen entre guillemets aujourd'hui. Au niveau du rythme, ça fait pas du tout série pour grand-père, quoi. Ah non, pas du tout, ouais. Je pense que ça fait un peu quand même BD à papa, dans le sens où t'as ces références, comme tu dis, à Agatha Christie, à Conan Doyle, à Black Sad et tout. Mais par contre, si vous êtes BD-vore de 30 ans, ça fait carrément mais pareil, je pense que le point commun entre Straczynski et Talbot, c'est qu'à mon avis, leur esprit est super vif, quoi, et qui s'intéressent à tout, que c'est des gens qui sont ultra curieux, qui se nourrissent, en fait, de tout ce qui se fait aussi, du monde aussi, mais pas que culturellement, mais même d'actualité, de tout ce qui se fait. Et ouais, je pense que c'est des gens qui emmagasinent énormément et qui retiennent, sûrement qu'ils ont aussi une très bonne mémoire, et ce qui permet, mais ce qui est aussi génial, c'est qu'on va pas spoiler l'album, il y a vraiment des passages enfin, vraiment la réunion de fin, t'as ce côté, pour ça qu'on disait Agatha Christie, vraiment ce côté, l'inspecteur réunit tout le monde et leur explique et va dévoiler qui est le vrai méchant, en expliquant tout avec par A plus B. J'ai remarqué que dans c'est ça, et ça c'est génial. Ça vraiment c'est un kiff, quoi. Et je me rappelais pas que je kiffais, parce que je sais que moi j'en avais lu pas mal, hein, des Sherlock et des Agatha Christie étant plus gamin, et que je sais que j'adore. Ma grand-mère me montrait beaucoup, tu sais, les Maigret. Ouais. Et t'as vraiment toujours cette façon de faire de l'inspecteur qui t'explique tout devant les autres et tout ça, et tu retrouves vraiment ça dans cet album, et c'est absolument génial. T'avais vu Knives Out, le premier Knives Out? Pareil, ouais. Tu sais, t'as cette scène à la fin où Benoît Blanc commence, il enlève sa veste, il remonte ses manches, il rentre sa cravate et tout. Il commence à faire son exposé, et à un moment donné, t'as le personnage de Lakeith Stanfield qui l'interrompt, et t'as son assistant qui est un gros geek de Agatha Christie, il fait chut ta gueule, laisse-le parler. Oui, c'est le moment, ouais, mais c'est exactement ça. Complètement ça, quoi. Donc, vraiment, vraiment un énorme kiff aussi. C'est vraiment, je connaissais pas du tout, moi, de toute façon, Talbot, ça s'entend dans les podcasts d'il y a 2 ans, hein, j'imagine. Ouais. Et vraiment une de mes meilleures découvertes, de ces dernières années. Vraiment. Après, il est plus non, mais faut que j'aille lire aussi digeste, on va dire, que sur Luther Arkwright. Ouais, ce que j'allais dire, et ça me donne envie de m'intéresser aussi à Luther Arkwright. C'est un peu plus Shepard. Ouais. C'est pas aussi fluide. Enfin, après, les codes qu'il emprunte sont pas les mêmes. C'est hyper bien, attention. Mais c'est pas sa BD la plus accessible par rapport à Granville que n'importe qui peut lire, surtout nous les Français, parce que c'est vraiment fait pour nous, quoi. Et puis aussi tout ce qu'il a fait avec Gaiman, du coup, maintenant, voilà, c'est cancel, mais il fait beaucoup de Sandman aussi. Oui, c'est ça. Et c'est un gros pote. Mais il a fait du Death, non, avec Sandman, c'est pas ça? Je crois qu'il avait fait le Death, ouais. 2 mini-séries de Death. Et aussi les Dead Boy Detectives avec Ed Brubaker, le premier volume. Ok, ouais. Et très grand hâte pour le coup du préquel sur Stamford Oxmoor,
Grave. qu'il est en train de Limite, finir là. Un début de nouvelle série, moi, ça m'irait bien. Ouais, bah après il dit je te spoil l'interview, mais il dit qu'en gros après le tome qu'il est en train de faire là, il continuerait mais avec des petites histoires qu'il fera en single issues en fait. Voilà, pourquoi pas. Et je Les pense. nouvelles de Holmes aussi, hein, ça. Ouais, c'est ça, ouais, donc c'est un peu c'est les Stamford Oxmoor case, mystery case, un truc comme ça, tu vois. Donc ça peut fonctionner totalement. Donc j'ai vraiment hâte que l'album sorte et parce que je pense que Laurent continuera et qu'il fera le préquel sur Oxmoor et grand hâte, mais en tout cas Granville, voilà. Lisez Granville, c'est le 5e tome est disponible chez Delirium pour 25€. C'est de la frappe et on en a terminé pour ce bac chose plutôt long, même s'il y avait pas beaucoup d'albums chroniqués, mais voilà mes 3 albums qui sont plutôt et parfois même très vivement recommandés. Bien prendre le temps un peu. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires de l'émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu récemment aussi, ou si vous avez des avis divergents sur les albums qu'on a chroniqués. Et on vous rappelle que vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee afin de voir vivre ce podcast le plus longtemps possible. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!